Merci beaucoup. Alors, au risque d'être un peu redondant, hein, je vais à nouveau remercier très chaleureusement Phare de France pour cette organisation, en particulier Jacques Manchard, et également l'appui du SMIDEST pour ces 2 jours qui resteront vraiment gravés comme des 2 jours extraordinaires pour le réseau des phares et balises et des amoureux des phares. Le séminaire arrive à sa fin, donc cette 4e session nous offre de nouvelles perspectives. Et après on va dire les explications un petit peu fondamentales de ce matin, nous revenons cet après-midi sur les usages un peu plus pratiques de la lentille de Fresnel, mais dans des domaines très différents, dans une nouvelle dimension, y compris la dimension esthétique de cette lentille. Donc les 3 intervenants vont, chacun en ce qui les concerne, nous présenter des applications de la lentille de Fresnel dans des domaines très très différents. Donc un petit peu à la frontière, je dirais, entre science, art et culture. Donc je vais d'abord appeler Monsieur Köhler, d'abord, qui serait un petit peu l'équivalent du président de Phare d'Allemagne. Alors je ne sais pas comment s'appelle l'organisation en Allemagne, mais c'est en tout cas lui qui regroupe un petit peu, qui pilote un petit peu les gestionnaires des phares en Allemagne, une dizaine, je crois, à ce stade, et qui est surtout aujourd'hui le président d'une ONG qui a pour but de créer une route culturelle, une route des phares en Europe, et qui souhaite être labellisée route culturelle du Conseil de l'Europe. Donc ce projet a démarré en 2020 chez lui, dans le Mecklembourg-Vorpommern, avec une application française au départ, et puis plusieurs membres, mais il va nous expliquer aujourd'hui, depuis 3 ans, comment ce chemin s'est déroulé et jusqu'où on en est aujourd'hui. Monsieur Köhler, je vous en prie. Ok. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai la partie la plus difficile des présentations, de vous réveiller après le déjeuner. Et j'espère que je vais pouvoir atteindre cet objectif. Je voudrais vraiment vous en dire un peu sur un projet qui a été créé entre différents pays que nous appelons le projet Route européenne des phares. Alors, quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'on a déjà pu obtenir et quels sont les défis actuels de ce projet? Tout d'abord, je voudrais vous en dire un peu sur le contexte et l'historique de ce projet. Ensuite, ce que nous avons fait et ce que nous faisons actuellement, des questions liées à l'organisation du projet, parce que c'est une ONG entre différents pays et c'est important pour nous de pouvoir travailler ensemble. Et il y a des défis liés à ça. Et ensuite, des conclusions sur ce qu'on a pu découvrir et retenir ensemble. Alors, les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Ensuite, alors, il s'agit en fait d'un projet, enfin d'une création d'itinéraires culturels en 1987. Donc, de nombreux pays travaillent ensemble sur des questions culturelles. Actuellement, il y a plus de 40 projets, 40 itinéraires. Je crois qu'il y en a 47 d'ailleurs, 47 itinéraires culturels du Conseil de l'Europe qui existent à travers l'Europe. Ça vient de tous les pays, pas seulement les pays de l'Union européenne, mais aussi des pays associés comme par exemple la Norvège. L'idée pour nous a été de créer un nouvel itinéraire culturel. Peut-être que vous vous demandez, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'itinéraire lié aux phares. Il n'y a pas de route ou d'itinéraire qui existe à travers l'Europe. C'est la première fois qu'il y a ce type de démarche. Et vous savez, jusqu'à maintenant, on a plein d'itinéraires comme les cimetières, par exemple, ont leur itinéraire, mais on n'a rien qui touche aux phares en réalité. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est créer une coopération transfrontalière entre les pays et les régions qui accueillent des phares. Et nous voudrions définir également et créer des activités qui sont semblables ou communes aux phares
aux visiteurs pour qu'on puisse se comprendre les uns les autres et avoir un public plus large pour ces activités que ce qu'on a pu avoir par le passé. Et en dernier lieu, on voudrait pouvoir mettre en place une organisation cadre pour ces activités. Et notre dernier objectif, bien sûr, c'est de devenir officiellement un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Donc ça, c'est un processus qui est assez long. On ne peut pas s'attendre dès le début à obtenir ce statut d'itinéraire culturel. Bien sûr, l'idée est de ne pas avoir d'interférence avec les activités locales des pays, des régions, des organisations locales dédiées aux phares. Mais on voudrait pouvoir les soutenir avec un cadre, pouvoir préserver leurs activités, préserver les phares et de créer de nouvelles activités dans le cadre de ce patrimoine culturel. Donc, la base de toutes ces activités, ce sont les règlements qui ont été délivrés par notre Parlement européen et qui ont été certifiés par le Conseil de l'Europe. Donc, il faut représenter les valeurs européennes et il faut avoir au moins 3 pays qui travaillent ensemble pour créer un tel itinéraire. Donc, il faut aussi faire de la recherche scientifique. Nous devons aussi soutenir et appuyer et accompagner ces échanges au niveau de la mémoire, de l'histoire et du patrimoine de l'Europe. Et donc, il faut bien sûr soutenir des échanges culturels pour les jeunes. Les projets pour le tourisme et notamment pour le développement d'un tourisme durable sont également pris en compte. Et si on veut devenir un itinéraire culturel d'Europe et avoir ce label. Et en dernier lieu, il faut pouvoir s'adresser à des publics de touristes différents, des personnes qui pourraient s'intéresser aux phares. Si on regarde le passé, ça pourrait être des générations plus âgées, mais ce qu'il faut, c'est qu'on s'adresse également aux jeunes, comme Dave nous l'a montré hier. Pour créer une organisation de ce type, eh bien, c'est un véritable défi parce qu'on n'est pas une organisation gouvernementale. Et nous avons dû, au cours des derniers mois et même des dernières années, on a dû avoir un grand nombre d'échanges et de discussions parmi les membres fondateurs sur comment on allait établir et mettre en place cette route européenne des phares. Tout d'abord, on a dû définir qui peut être membre de cette organisation. Et là, c'était assez simple. Un membre peut être une personne et une organisation qui gère ou qui est propriétaire de phares. Pas en tant qu'aide à la navigation, mais ça peut être de l'aide à la navigation, mais ça peut aussi être d'autres objectifs. Et aussi, par exemple, des phares qui ne sont pas en activité actuellement, mais qui sont quand même des phares culturels, peuvent être membres. Donc, comment on gère ça avec tous les différents avis, toutes les différentes opinions? Chaque membre a un vote indépendant. Si c'est Phare de France, par exemple, qui est un des membres fondateurs, qui a plus de 45 phares, nous, en Allemagne, on a 10 phares. Donc, c'est un vote par membre. Mais on tient également compte du nombre de phares appartenant à un membre. Donc, dans le cadre de ce membre-là, on en tient compte quand même pour décider et prendre les décisions. Et dans ce cas-là, il faut une majorité qualifiée de 55% des membres et ils doivent représenter 65% des phares. Ensuite, on a regardé un peu par rapport à l'Union européenne comment les décisions sont prises. Et au bout du compte, voilà la discussion que nous avons eue et voilà le résultat de cette discussion en termes de structuration. Donc, ce n'est pas juste des organisations cadres comme pour l'Irlande ou pour la France, mais on regarde également des phares individuels qui peuvent également être membres de cette organisation. Cette organisation a un conseil exécutif et au sein du conseil exécutif, on a un premier président, un deuxième président et un trésorier. Et on peut également adopter d'autres membres dans le conseil exécutif jusqu'à 5 membres supplémentaires. On peut créer des groupes de travail pour certaines questions.
Et nous avons le congrès de l'Assemblée générale, qui sera donc l'organe qui prendra les décisions et qui se réunira une fois par an. Alors, notre cérémonie de remise de charte a eu lieu en septembre de cette année à Bruxelles. Et vous pouvez voir ici, vous avez 2 des pays fondateurs qui sont également représentés sur cette photo. Dave Ward de l'Irlande et également Fort-de-France, Jean-Marie et Philippe. Donc, ils font partie de nos membres. Jean-Marie montre la charte originale. Vous voyez la photo là, mais il tient à la charte originale, qui est le document fondateur donc pour nos membres fondateurs. Alors, qui sont ces membres fondateurs? D'Estonie, nous avons le centre de développement de Hiiumaa, qui représente actuellement, je crois, 5 phares différents sur les îles de Hiiumaa et de Saaremaa. Il y a bien sûr Phare de France, avec ce groupe de phares sous cette organisation. En Allemagne, nous représentons dans notre Förderverein 10 phares. Il y en a plus qui sont ouverts au public, mais ce n'est pas facile de représenter tout le monde. L'Irlande, bien sûr, Commissioners of Irish Lights. Donc, Great Lights of Ireland, l'organisation. En Norvège, vous avez le Lindesnes, c'est un musée de phare. Il y a plus d'un musée en réalité, c'est un groupe de musées le long de la côte. Et le président de ce musée est également le président de l'organisation. Au Portugal, nous avons l'autorité maritime nationale qui est en charge de tous les phares qui font partie de notre organisation. Et je voudrais, pour résumer, ce que ça veut dire pour nous et quel est notre objectif principal. Donc, échange régulier et structuré d'informations, de connaissances et d'expériences. Donc, une fois qu'on a créé l'organisation, on s'était jamais vu. Avant qu'on signe les documents entre membres fondateurs, on s'était jamais vu en personne. Tout a été fait par Internet, par échange d'emails, par visioconférence. Et quand on s'est rencontrés, eh bien là, on a vu que nous avions tous les mêmes problèmes, nous avons tous les mêmes problématiques à surmonter, à résoudre, et aussi la communication entre nous. C'était quelque chose qui a bien démarré dès le début. Tout ça, ça passait bien entre nous. Jean-Marie pourrait vous en dire plus, mais je pense qu'il sera d'accord avec moi. Il peut dire le contraire s'il veut, mais je pense qu'il sera d'accord. Si ça vous intéresse de devenir membre de notre organisation, on peut vous fournir un kit de démarrage pour vous expliquer ce qu'on fait, quels sont les documents nécessaires et ce qu'on vient soutenir. Et vous aurez aussi un formulaire d'inscription à remplir. Et selon nos statuts, les décisions concernant l'adhésion sont prises par le bureau exécutif de la route européenne des phares. Et je pense qu'ayant dit ça, c'était tout. Merci beaucoup pour votre attention. Et d'ailleurs, le phare que vous avez vu qui est en Allemagne, moi je suis également membre, c'est Warnemünde. Si ça vous intéresse de venir visiter sur la mer Baltique ce phare de Warnemünde, je serais ravie de vous y accueillir. Voilà. Je prends en note l'invitation, Jérôme Mer Baltique, avec grand plaisir. Et puis on a hâte de voir un petit peu l'évolution aussi de ce beau projet. Je vais bientôt laisser la parole à Monsieur de Balmos, Peter Balmos, qui est à lui-même une illustration de la coopération scientifique européenne, puisqu'il était d'abord diplômé de l'école polytechnique de Zurich, puis diplômé de l'université technique de Munich, et enfin est professeur à l'université de Toulouse. En tant qu'astrophysicien, également responsable du projet Lanti-Gamma au CNES, et va nous présenter Fresnel aujourd'hui d'une manière sans doute, je ne sais pas si on peut parler de sérendipité en ce cas-là, mais en tout cas d'un usage sans doute en tout cas qu'on aurait pensé inimaginable. Donc on vous laisse la parole. Merci beaucoup.
pour être là cet après-midi après le lunch. Mais surtout, merci aux organisateurs et aux excellentes présentations qu'on a vues là, ces 2 jours. C'était absolument formidable. Donc moi, je voudrais vous montrer une toute autre côté des lentilles de Fresnel, parce que, bien sûr, vous l'avez maintenant vu fonctionner comme collimateur. Oops, I wanted to say that in English as a matter of... Pardon, j'avais préparé en anglais. Et donc, vous avez vu les lentilles comme collimateurs et vous les avez vues, bien évidemment. C'est cela qui fait que le faisceau est concentré. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser aussi, par exemple, en astronomie, comme concentrateur plutôt comme collimateur? Et comme nous allons voir, l'astronomie n'est pas vraiment un gros marché pour les lentilles de Fresnel. Peut-être à l'avenir pour les applications spatiales, il peut y avoir une demande, mais l'une des raisons, c'est que les lentilles ne sont quasiment plus utilisées dans l'astronomie professionnelle, alors que pour les phares, vous êtes passé à un système de réfraction en 1823. L'astronomie est passée au miroir. C'est le mouvement inverse avec Newton en 1668. Et donc, vous avez le télescope ici de Galilée au début du XVIIe siècle. Et l'une des raisons, bon, ce n'est pas vraiment le sujet ici, c'est de savoir pourquoi on est passé au miroir, mais l'une des raisons, c'est qu'on peut faire des miroirs très, très grands. Il y a d'autres raisons aussi, mais ce dont je vais parler ici, c'est sur les utilisations possibles de ces lentilles en astronomie, notamment en astronomie à haute énergie. Je vais vous montrer 4 exemples. Tout d'abord, dans le domaine visible, l'imageur interférométrique de Fresnel et 2 façons ensuite d'utiliser le principe de Fresnel dans l'astronomie de rayons X à haute énergie et aussi en astronomie à rayons cosmiques pour des capteurs au-dessus de l'atmosphère dans l'espace. Et donc, ça semble un peu ésotérique, mais nous allons voir. En fait, c'est comme les lentilles de Fresnel que vous l'avez vu. Le premier principe, ça vient d'un collègue à moi, Laurent Coquelin, qui a développé des réseaux zonés de Fresnel pour l'astronomie qui ont une forme particulière. On peut arriver à une haute résolution angulaire et à une énorme portée, couverture spectrale. De l'UV à l'IR, il n'y a pas de lentilles, il n'y a pas de miroir. Et l'un des inconvénients, c'est que ce n'est pas très efficace car on absorbe déjà 50% de la lumière à travers de ce schéma noir et blanc pour la diffraction. Mais la rangée à l'extérieur ici, qui est très fine, limite ici la distance, la longueur focale, pour faire que la longueur focale est très, très longue. Ici, vous avez une image de mon collègue Laurent avec 2 vaisseaux spatiaux en train de voler, notamment pour des coronagraphes d'exoplanètes. Ici, un peu la même chose, à des distances de 2,5 km à 18 km. C'est un projet qui a été mené pour le CNES, qui est en attente actuellement, mais qui a été testé ici à Nice sur le grand réflecteur, la grande lunette de l'Observatoire de Nice, qui a une longueur focale de 18 mètres. Et il a installé ici son réseau zoné de Fresnel et il y a un capteur. Et on voit ici des images qui montrent ce qu'on peut en faire. Et donc, 2 images ici. On voit Sirius B, qui est une double étoile. Voilà, c'est ce qu'on a pu faire ici, en France, avec des lentilles de Fresnel dans le domaine optique, le domaine visible. Mais il n'y a pas que le domaine visible. Il y a aussi, bien évidemment, des phares célestes que l'on observe par d'autres moyens. Là, c'est juste une
tranche de la saucisse. Ici, on peut voir tout le ciel visible. Ici, on voit une tranche et puis on voit toutes les couches. Ici, il y a différentes longueurs d'onde qu'on ne voit pas, qui sont au-dessus de nous. Ça passe de radio à micro-ondes, infrarouge, ultraviolet, rayons X et rayons gamma. Vous avez entendu parler, je pense, de toutes ces choses-là au niveau de la médecine. Votre médecin s'en sert pour nous analyser. En astronomie, on utilise toutes ces longueurs d'onde et vous avez un résumé des différents ciels qui sont là au-dessus de nous, mais qu'on ne voit pas. Mais on peut les voir avec différents télescopes. Et maintenant, on se concentre sur la partie à droite, ici, rayon X, rayon gamma. Et ce qu'on fait actuellement pour faire des images du ciel avec un système qu'on appelle des masques codés. En fait, en projetant des ombres, on a une première couche de matière qui est relativement opaque, du tungstène de 3 cm d'épaisseur pour bloquer les rayons gamma. La lumière passe à certains endroits, mais pas aux autres endroits. On utilise ça dans un imageur intégral avec un énorme masque codé que l'on voit ici à côté. Et avec ce dispositif étrange, on a produit la première carte du ciel de l'antimatière, qui n'est pas du tout ésotérique, beaucoup moins ésotérique que l'énergie noire. Ici, c'est quelque chose qu'on voit. Vous avez la carte du ciel des électrons d'antimatière. Et cela sert dans ce... Et c'est un système qu'on utilise depuis 22 ans maintenant. Et ici, en bas à droite, si vous vous êtes déjà posé la question de savoir quelles sont ces taches au sol quand on passe sous les arbres, ce sont des petits sténopés, des petits trous entre les feuilles des arbres dans la canopée, et chaque trou produit ensuite un disque du soleil au sol. Et donc, ce système d'image fonctionne de la même façon à travers des trous, mais il faut que la source soit assez forte, puissante, pour qu'on puisse le voir de nos yeux. Et quel est le lien ici avec Fresnel? En fait, ça a été, ce système par projection d'ombre a été inventé il y a longtemps, dans les années 60. Et à cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur pour élaborer ces ombres compliquées à travers de différentes sources. Vous imaginez si on superpose ici non pas une source, non pas une ombre, mais plusieurs sources et plusieurs ombres projetées, ça devient assez compliqué. Et pour simplifier, il faut un ordinateur qui fasse la corrélation entre les schémas des ombres et avec les masques. Et ça n'existait pas dans les années 60. Et donc, ça peut peut-être intéresser à l'aspect. Dyke and Abel ont utilisé un réseau zoné de Fresnel comme schéma du masque. Et donc, chaque étoile dans le ciel va produire sur le film photographique un réseau zoné de Fresnel. S'il y a 3 étoiles, il y aura 3 réseaux sur le schéma. Et ensuite, on prend cette photo et on le rétrécit pour que la fréquence devienne comparable à la lumière visible. On prend une source de lumière cohérente et on peut utiliser des filtres spatiaux et on peut produire une sorte de faisceau laser. Et avec ce faisceau laser, on peut reconstruire l'ombrogramme. Et ici, en bas à gauche, vous avez Orion qui est ici en haut à gauche. À droite, vous voyez l'ombrogramme avec les 7 ombres de ces 7 réseaux zonés de Fresnel. Et après avoir éclairé avec une source de lumière cohérente, comme avec des hologrammes, on restitue la distribution initiale.
bien avant qu'on puisse faire ceci avec des ordinateurs. Et donc, cette projection d'ombre est liée au réseau zoné de Fresnel et continue à être utilisée et débattue de temps en temps. Mais est-ce qu'on peut utiliser des lentilles de Fresnel dans l'astronomie à haute énergie? Oui, en effet. Si on a la lentille de Fresnel ici à gauche, on a un indice de réfraction apparente, réfraction autour de 0,5. Et si on fait donc avec un champ de vision large, si on fait avec une lentille divergente, on utilise des rayons X et gamma avec une lentille divergente pour fonctionner comme lentille convergente. Car avec des rayons X durs et des rayons gamma, l'indice de réfraction est de moins de 1, ce qui peut-être poser quelques questions ici, car l'indice de réfraction, c'est la vitesse de la lumière moyenne par rapport à la vitesse de la lumière, et donc ça peut sembler étrange qu'on ait un indice inférieur à 1, mais en fait, ça ne l'est pas, au moins pour Alain, ça ne l'est pas. D'autres pourraient se poser la question, Alain va répondre que c'est normal. Mais on peut créer ces lentilles de phase de Fresnel de taille assez grande qui peuvent nous offrir des améliorations sensibles importantes de la sensibilité et aussi une résolution angulaire qu'on ne peut pas atteindre avec notre système ici, qui n'est pas très fiable. Avec la lentille de Fresnel, on peut faire un travail incroyable. Mon ami Jerry Skinner a calculé ceci. On peut faire une lentille d'un diamètre de 5 mètres. On peut étudier les électrons dans l'antimatière avec une superficie effective énorme, une résolution angulaire impressionnante, mais avec une distance focale extrêmement longue. Et donc, on ne le verrait pas car pour être détecté, il faudrait que le vaisseau soit à 1 million de kilomètres de la lentille. Et donc, c'est notre paradoxe que lorsqu'on utilise des lentilles de Fresnel, on apprécie une distance focale courte pour que le diamètre des phares puisse être réduit. Et c'est un paramètre important pour vous dans les phares. Mais si on fait ceci avec des rayons X durs, c'est l'inverse. On a une distance focale énorme, mais on arrive à focaliser, ce qui est quelque chose qui est compliqué à faire en astrophysique. Et si on veut aller encore plus loin, on va parler des rayons cosmiques. Vous voyez ici le spectre des rayons cosmiques avec des protons, quelques particules d'hélium, des particules de masse plus élevée. Et ici, en haut de la courbe, tout en haut à gauche, on a 4 protons par centimètre carré seconde, et avec l'énergie qui monte, on aura une énergie de 10 puissance 12 et on peut même faire 10 puissance 40 de KeV. Et lorsqu'il y a une collision entre antiprotons, on peut arriver à 10 puissance 17. Et donc là, ce sont des niveaux d'énergie très élevés, jusqu'à 10 puissance 21 EV. Et donc ça, c'est l'énergie d'un service au tennis de 200 km/h. Et donc, on a des accélérateurs cosmiques comme des trous noirs qui peuvent faire une accélération, qui peuvent pousser ces protons à arriver à des très hauts niveaux d'énergie. Et on pense que c'est comme ça qu'il y a cette accélération. On veut pouvoir mesurer
On a quelques douzaines de mesures maintenant, mais le problème ici, c'est qu'on a un événement par kilomètre carré et par siècle. Donc, il faut être très, très patient. Il faut attendre très longtemps. Soit on étudie vraiment une superficie, une zone énorme, ce qui nous permet de partir dans l'espace, regarder par une lentille de Fresnel et regarder le côté sombre, le côté noir de la Terre, car ça fait comme des étoiles filantes qui rentrent dans l'atmosphère à la vitesse de la lumière, quasiment. Et si on a une caméra très rapide et un champ de vision très, très large, on peut voir ces gerbes atmosphériques qui rentrent dans l'atmosphère. Et donc ici, on fait de l'astronomie en regardant vers le bas, vers la Terre. Mais il y a une lentille de Fresnel. On a un prototype actuellement sur la station spatiale. Ici, vous voyez la lentille de Fresnel. Et pour conclure, je vais présenter une petite preuve de principe d'il y a quelques années avec un prototype ballon Ussel, et aussi prototype de l'Observatoire de l'espace avec une lentille Fresnel. On l'a lancé avec le CNES depuis une base au Canada avec 2 lentilles Fresnel d'un mètre carré. Et ici, quand on regarde vers la Terre, on regarde une superficie réduite avec juste quelques kilomètres carrés. On ne peut pas espérer l'arrivée d'une de ces étoiles filantes. Et donc, on a loué un hélicoptère sur lequel on a installé un laser et on a fait des tirs de laser dans le champ de vision de l'observatoire. Ici, vous voyez l'image qui bouge, vue depuis au-dessus, avec les faisceaux qui partent de l'hélicoptère, avec cette lumière d'une trentaine de centimètres qui file à travers le champ de vision. Et donc, on a fait vraiment à la vitesse de la lumière de 300 000 km/h. Et j'ai perdu ma présentation. Bon, c'était là. J'étais quasiment à la fin de toute façon. Et donc, juste pour vous expliquer ce qui était sur la dernière page, c'était la lentille de Fresnel. Je pense que je ne suis plus connecté. Ce n'est pas un problème. Et donc, la lentille de Fresnel a également servi de hublot. Et quand on a atterri au Canada, et c'est tombé dans un lac et grâce à la lentille de Fresnel qui a protégé l'instrument, le capteur et tout le système électronique a survécu. Et donc la lentille de Fresnel est utile sur les océans, mais aussi a protégé mes instruments en tombant depuis le ciel dans un lac au Canada. Merci beaucoup. Alors, pour la dernière session, Monsieur... Monsieur Palaté, pour cette dernière intervention. Alors, Jacques Manchard, on parlait un petit peu ce matin. Là, on part dans totalement des usages, on pourrait même qualifier d'improbables, puisque nous avons en tout cas la rencontre entre science, art, culture et même peut-être gastronomie. Donc, Monsieur Palatier, qui est donc historien de l'art, qui est également président de l'association Connaissance de l'art contemporain, mais également qui a une galerie, Bakery Art Gallery, boulangerie. Donc, voilà, il va essayer de vous montrer tout ça, comment il arrive à structurer tout ça, à harmoniser tout ça. Ça va être passionnant. Je vous laisse la parole. C'est de la chimie. Alors là, le vrai exercice commence, parce que ma mère m'a toujours dit, tu ne vas pas te baigner après le déjeuner. La digestion n'est pas commencée. Tu peux te baigner après le déjeuner, la digestion n'est pas commencée, mais là, elle est commencée là. Donc, je l'ai bien vu en regardant. Et bravo pour les 2 derniers talks. Et j'avoue que j'ai appris beaucoup de choses sur le dernier là. C'est fabuleux. Donc, je vais effectivement aborder des questions qui sembleraient lointaines et qui ne le sont pas, puisque on va parler de l'art contemporain.
Et vous saviez que depuis fort longtemps, la lumière est au cœur des préoccupations des artistes. Brian Gysin, en 1962, vous savez, le poète et essayiste et peintre américain, le phare de la Beat Generation, écrivait dans son journal « Qu'est-ce que l'art ? Qu'est-ce que la couleur ? Qu'est-ce que la vision ?» Voilà de vieilles questions qui exigent de nouvelles réponses. Saviez-vous que les Grecs, qui n'ont reconnu qu'en partie le rôle de l'atmosphère pour l'importance de la vie de l'homme, pour les Grecs, l'élément vital n'était pas l'air, mais la lumière. Mourir, ce n'était pas cesser de respirer, c'était cesser de voir la lumière. Alors pour clore ce séminaire, et je suis la partie plus récréative, je pense par rapport à ce que j'ai pu suivre, je vais avec vous évoquer quelques-unes des questions posées par l'utilisation de la lumière dans l'art, et puis vous comprendrez que c'est un choix personnel, compte tenu des dizaines de milliers d'œuvres que comprend le corpus de ce qu'on pourrait appeler le light art, eh bien vous imaginez bien que ça a été un choix difficile, qui est non exhaustif sur 5-6 œuvres, et que je vais simplement... je ne sais pas, une tentative pour vous orienter, d'où le titre, vous orienter dans l'art contemporain grâce aux lentilles, au miroir et aux lumières. J'ai envie de mettre un L majuscule aux lumières. Brian Gysin, image suivante, écrit « J'ai eu un déchaînement transcendantal de visions colorées aujourd'hui dans le bus en allant à Marseille. Nous roulions sur une longue avenue bordée d'arbres et je fermais les yeux dans le soleil couchant quand un flot irrésistible de dessins, de couleurs surnaturelles, d'une intensité lumineuse explosa derrière mes paupières. Un kaléidoscope multidimensionnel tourbillonnant à travers l'espace. Je fus balayé hors du temps, je me trouvais dans un monde infini. La vision cessa brusquement quand nous quittâmes les arbres. » Voilà cette Dream Machine qui se regarde avec les yeux fermés. Les impulsions lumineuses stimulent le nerf optique et modifient la fréquence des impulsions électriques du cerveau. Donc on a l'utilisateur qui peut voir apparaître à ce moment-là des formes, des motifs de couleurs complexes à la luminosité croissante, et on va se retrouver submergé de couleurs, évidemment avec des formes, des symboles qui tourbillonnent, mais on peut stopper l'expérience qui peut être très intense. Il faut imaginer que c'était la mort du psychédélique, hein, et on peut simplement s'arrêter en rouvrant les yeux. Cette expérience que je vous ai décrite en citant Brian Gysin l'a amené à concevoir cette Dream Machine, simplement une ampoule en son centre avec un cercle, avec un cylindre rotatif, avec l'aide d'un étudiant mathématicien, Ian Somerville. En premier lieu, 2 œuvres pour observer l'espace et poser le temps. Voilà. Vous savez qu'à l'inverse des marins qui sont guidés par les phares, l'art n'a pas de destination. Donc peut-être que s'y orienter, c'est simplement apprendre à se perdre. Peut-être c'est simplement pousser les limites un peu plus loin. Et c'est exactement ce que fait Michelangelo Pistoletto en 1966 ici, dans cette œuvre que j'apprécie énormément, qui s'intitule Mètre cube d'infini. Dans Mètre cube d'infini, vous le voyez, il y a pas 2 miroirs, mais 6. Vous voyez, si on fait un grossissement sur la partie supérieure de la pièce, on va pouvoir voir les miroirs sur le haut. Et ils forment un cube avec les surfaces réfléchissantes à l'intérieur. Donc vous voyez, les miroirs délimitent un espace entre eux, et c'est cet espace qui se reproduit à l'infini. Donc on a l'effet miroitant dans le cube qui n'est pas visible. On entre dans l'œuvre exclusivement avec l'imagination et par l'exercice mental. Michelangelo Pistoletto écrit « Dans son intérieur, l'infini est inclus dans un corps fini. Ce corps fini a la fonction de produire l'infini. Le mètre cube est une unité qui prend corps en se soustrayant à l'immatérialité de l'infini. Par conséquent, le cube est l'infini moins 1. » Voilà, je trouve que c'est une pièce qui appartient au Centre Pompidou, date, donc je l'ai dit tout à l'heure, de 1966, et Michelangelo Pistoletto, qui est une figure majeure de l'arte povera en Italie, ouvre les portes de l'imaginaire et nous rappelle que celui qui n'a pas de destination ne peut pas se perdre. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Poser la terre, et je crois qu'on veut le faire avec cet artiste algérien qui s'appelle Faisal Bakrish,
Il est né en 1972. C'est Saint-Simon qui assurait les hommes à l'imagination. Les hommes à imagination ouvriront la marche. Et je crois que les globes terrestres en ont fait rêver plus d'un. Donc l'histoire a fait les utopies, mais on sait aussi que les utopies ont fait l'histoire. Et voici une œuvre, un globe terrestre lumineux qui tourne sur lui-même de manière accélérée et dont la vitesse ne permet plus de voir les lumières naturelles des continents. Donc on a un artiste qui pense qu'aujourd'hui les nations et les nationalismes sont dépassés avec tous les réseaux, les moyens de communication et de transport, fait que le monde ne fait plus qu'un, reste une terre dont on garderait le titre « Un souvenir ». Je vois que certains sourient, oui, d'optimisme. Moi aussi, les artistes sont là pour poser les questions, pas pour y répondre. C'est vrai que ce globe tournant rapidement sur lui-même serait plutôt à l'image d'un monde où la vitesse de l'urgence qu'on associe à la globalisation fait que on a l'impression de s'étourdir comme des derviches tourneurs, si je peux prendre cette image-là. Image suivante, s'il vous plaît. Merci bien. Et maintenant, le ciel et la terre. Évidemment, j'écoutais la conversation que nous avions pendant le déjeuner sur la façon de polir les miroirs. Eh bien, je crois que Anish Kapoor, qui est un artiste d'origine indienne, né en 1954, un sculpteur britannique d'origine indienne, a produit dans le début des années 2000 une série d'œuvres intitulée Sky Mirror. Voilà, Joël Chevrier, dans un ensemble de chroniques Art et Sciences, montre qu'il s'agit d'un disque concave en acier inoxydable poli. Celui-là est d'une masse de 10 tonnes pour un diamètre de 6 mètres. Voilà, un miroir qui, vous l'imaginez, n'a pas été simple à réaliser. Les miroirs, les lentilles, vous l'avez bien cerné pendant les jours qui viennent de s'écouler, sont deux piliers de l'optique qui nous permettent de voir à différentes échelles, donc de l'infiniment grand à l'invisible autour de nous. Et l'imagerie à différentes échelles constitue un des enjeux majeurs de la science, mais aussi de l'art sans aucun doute, et une préoccupation qui est largement partagée par Anish Kapoor. Vous voyez, dans Sky Mirror, il positionne le miroir pour que l'on voit le ciel, et il déclare « Je suis vraiment intéressé par la façon dont la sculpture active l'espace ». Et c'est ce que ces miroirs sont, ou c'est ainsi qu'ils fonctionnent. C'est comme une peinture. C'est comme si on mettait le ciel par terre. C'est également presque comme un trou dans l'espace. C'est presque comme si l'objet n'existait pas. C'est une sorte de passage sans fin à travers. Sky Mirror met le monde à l'envers. Voilà. Évidemment, c'est comme si le miroir n'existait pas. C'est comme si ce morceau de ciel était vraiment avec nous et pas au-dessus de nous. Anish Kapoor met le ciel par terre, sans aucun doute pour nous faire relever la tête et prendre la mesure de notre monde. Image suivante, merci bien. Et le soleil, et l'homme dans le ciel. Voilà cette installation qui est devenue une légende avec la fréquentation de plus de 2 millions de visiteurs en 6 mois. En 2003, Olafur Eliasson investit le hall des turbines de la Tate Modern à Londres, avec une installation intitulée The Weather Project. Au fond, un demi-soleil qui se reflète dans les miroirs au plafond à 35 mètres de haut, un paysage monochrome qui est fait de lampes tungstène monofréquence, et puis une brume qui est diffusée dans tout l'espace. Il s'agit clairement d'un site dédié à l'art et d'une reconstitution d'un élément de la nature, mais aussi d'une reconstitution des sentiments que les phénomènes du coucher de soleil, du lever de soleil, enfin, ça suscite chez le spectateur, notamment dans la façon dont ils ont été exprimés par les peintres, en particulier dans la peinture anglaise de paysage. Le hall de la Tate est devenu un immense terrain de jeu et de médiation, et certains s'arrêtent, vous le voyez, contemplent les faits comme ils le feraient dans la nature, d'autres se couchent par terre, jouent avec les miroirs au plafond, et Eliasson va fabriquer des conditionnements. Pour placer l'homme, dit-il, en état de perception, nos sens sont atrophiés, souligne-t-il. L'expérience de l'art peut régénérer nos modes perspectifs. Et Eliasson précise que tout est culture, bien plus que nature, et que c'est en ce sens que l'art est, sans aucun doute, une forme de médiation. Un art, si vous vous souvenez dans l'histoire, qui portait l'ambition de maintenir une vigilance critique à l'égard des croyances, qu'elles soient religieuses, technicistes, positivistes. Ici, on aurait une nouvelle formulation romantique, quelque chose qui peut-être nous permettrait de revisiter les fantasmes de la modernité en les articulant au processus technologique actuel. Et puis, j'adore cette image où on voit l'humanité, comme à la Renaissance, se projeter dans le ciel. Vous voyez, ces
pic de la Mirandole revisité. Et là, on se rend bien compte que c'est peut-être le moment pour nous de nous réapproprier dignement la Terre. Image suivante, s'il vous plaît. Donc la relation entre le temps et l'espace, elle trouve son apogée dans les grandes installations créées à partir des années 80, dont fait partie James Turrell, un des grands artistes de l'art conceptuel et du land art américain. James Turrell est né en 1943, ça fait partie de ces artistes qui vont définitivement inscrire le corps comme la condition même de l'expérience esthétique. Un corps en mouvement qui construit l'œuvre autant qu'il est construit par elle. Vous êtes dans l'entrée du Guggenheim à New York. C'est une œuvre qui s'intitule Aten Rain, qui désigne le disque solaire divin égyptien, antique, et c'est la plus grande installation de musée de James Turrell à ce jour. C'est une structure aluminium et tissu de 25 mètres de haut, qui a été site-spécifique, et elle occupe complètement la rotonde de Frank Lloyd Wright au Guggenheim à New York. On est en dessous, là, vous voyez les deux personnes qui sont assises sur cette banquette légèrement inclinée avec un haut dossier qui fournit un endroit parfait pour le visiteur pour s'asseoir et contempler l'œuvre. Vous comprenez, les artistes, et en particulier James Turrell, conçoit une pièce en se disant que c'est un environnement lumineux et colore complet et qu'il faut absolument s'immerger, s'installer là pour méditer. Techniquement, c'est assez énorme. La lumière est produite par 2 anneaux de luminaire LED à changement de couleur qui sont montés sur des étagères à la base de chaque cône. C'est plus de 1000 appareils en tout. Et chaque appareil, relié par câble à un mélangeur de couleurs, contrôlé par des programmes qui sont développés par le studio de Turrell, permet de concentrer la lumière. Image suivante. Alors, c'est pas l'image que j'avais prévue. Alors du coup, je vais... Non, mais c'est pas grave. On revient en arrière, c'est bien. Bon, Si, suivant, et on va revenir, pardon. Suivant. Allez-y. Encore. Voilà, top, hop, merveilleux. Je pensais qu'elle était échangée, elle n'était pas échangée sur la clé, elle était échangée sur mon ordinateur. Ça, ce serait une conclusion, et comme je sais que je suis le dernier, j'en profite, je voulais vous montrer des artistes qui utilisaient réellement la lentille de Fresnel dans leurs travaux. Donc j'ai rajouté 3 artistes et juste une série d'œuvres pour 5 minutes de bonheur supplémentaires avant de clore ces journées d'échange. Vous reconnaissez un point d'interrogation lumineux, je trouve que c'est bien de terminer avec la question de la lumière, avec la une de Libération pour le départ malheureux de Lévi-Strauss en 1908-2009, et le titre de Libération, Le siècle de Lévi-Strauss, c'est une œuvre de Alfredo Jarre, artiste chilien, extrêmement brillant. Le titre de l'œuvre, Le siècle de Lévi-Strauss, c'est le changement de point de vue radical à l'égard de l'autre. Parce que Lévi-Strauss invitait les anthropologues à garder un regard éloigné pour garantir la légitimité, c'est-à-dire le synonyme pour lui d'objectivité, de leur savoir. Et donc, à plusieurs reprises, Lévi-Strauss a plaidé pour la reconnaissance de l'égale importance des cultures et pour leur diversité. Chez lui, ce n'est pas tant une position morale que intellectuelle. Il appelait ça un écart différentiel. Et cet écart différentiel était une richesse. L'uniformisation culturelle ne pouvait être qu'une perte. Il pensait que l'idée de civilisation mondiale était une abstraction. Et en 1971, il avait parlé de forme de surdité entre cultures. Ça lui avait valu beaucoup de critiques. Malheureusement, je crois que les événements récents lui donnent raison. Et ça pose en conclusion un point d'interrogation lumineux. Nous sommes à un moment historique où il n'y a peut-être plus de lieux éloignés à explorer, ni de cultures étrangères à découvrir, pour la Terre en tous les cas. La civilisation mondiale ou universelle est liée à une perception des effets de la mondialisation. Voilà 200 ans que la lentille de Fresnel a facilité les échanges, et aujourd'hui il y a beaucoup de travaux qui montrent combien la capacité de se déplacer, autrement dit la mobilité, constitue un capital. Un capital au même titre que les revenus, qui sera un capital économique, ou un capital social, comme les relations professionnelles, amicales ou familiales. Donc, en référence aux travaux de Pierre Bourdieu, sur le capital social, vous savez, l'habitus, il y en a certains qui aujourd'hui viennent à parler de capital de mobilité, d'habitus mobilitaire. Donc, la mobilité, ça souligne une démarche stratégique qui sous-tend la mobilité individuelle. Je vais le dire autrement.
Le fait que la mobilité, c'est aussi une affaire de choix, de stratégie, pas exclusivement de déterminisme social, économique, culturel ou technique, ça appartient à nous. Autrement dit, dans ce contexte, on se rend bien compte que le domaine de l'art, il n'est pas décalé des autres domaines. L'art, c'est un phénomène mondialisé aujourd'hui, qui résulte d'un tissage complexe de relations qui s'affranchissent des distances géographiques. Et donc les artistes se trouvent devant un nouvel espace à conquérir, dont la topographie, qu'elle soit locale, nationale, transnationale, géopolitique, mais aussi apatride, contaminée, elle reste très mouvante. Donc je crois qu'il va falloir prendre réellement garde à ce que l'humanité n'éteigne pas les lumières. Et j'y mettrai un L majuscule. On peut revenir en arrière sur les quelques images pour les 3 exemples d'artistes qui ont travaillé avec la lentille de Fresnel. Kimchi and Chips avec Rosa McMahon, créé en 2015 au festival STRP à Eindhoven, Light Barrier. C'est la 2e édition. Ce sont des miroirs concaves. Donc vous savez que c'est une œuvre qui est construite à l'aide d'un réseau complexe de faisceaux lumineux et de miroirs qui se croisent. C'est une réflexion sur le spectacle et l'illusion. Il y a une brume dans la pièce qui révèle des formes mouvantes du code qui anime l'œuvre. Donc l'installation a créé des fantômes de lumière dans l'air, des objets graphiques qui flottent dans l'espace. On peut avoir l'image suivante. Voilà. Et donc vous voyez, l'installation est présentée avec une intensité accrue et ça crée une couleur, un contraste avec les projections de la lumière blanche. La lumière va se déplacer avec échelle et contrôle pour faire des objets lumineux déterminés dans l'air, et ça va avoir une fenêtre sur un mode d'existence semi-matériel. On va pouvoir toucher, c'est-à-dire c'est vraiment haptique. Vous voyez, la couleur, elle va se vouloir, et la lumière, elle va se vouloir tactile, haptique, dans le sens du dialogue qui s'établit entre le toucher et le regard. Vous savez, c'est Deleuze qui parlait ça en développant les théoriciens, les théories de Hegel. 3 minutes avec Kimchi and Chips. Je vous laisse les écouter. Parfois, il faut laisser la parole aux artistes. C'est très éclairant. The Cyclops Retina is a Cette rétine est une installation collaborative entre moi et Kimchi Chips. C'est une installation qui est grande. Quand on le voit, parfois c'est difficile de comprendre la taille et l'échelle, mais vraiment ça fait au moins 3 mètres de haut. C'est large, ça a 8 projecteurs qui rentrent vraiment dans ces 2 murs de miroirs qui sont comme à un angle l'un vis-à-vis de l'autre. Et ensuite ça reflète la lumière qui est projetée dans les miroirs à un point focal. Et ce point focal, en fait, ça tient cette matière qui devient matière à partir de toutes les lumières. Et c'est une projection focus qui raconte également une histoire. Donc à Kimchi and Chips, nous sommes souvent en train de créer de nouveaux systèmes d'images comme quelque chose qui permet à une image d'exister dans le monde, quelque chose qui prend l'imagination et qui le met dans un espace physique. Donc ça crée ces différents ces portails entre un monde imaginaire et un monde physique. Ça fait des images. Et avec les barrières de lumière, on a trouvé cette technique qui pourrait faire que des images apparaissent comme en flottant, et on pourrait mettre la main dans ces images ou marcher autour de ces images, et on pourrait créer quelque chose de graphique qui serait physique en même temps. Et ça pourrait en fait traverser cette frontière qui serait imaginaire et réelle, mais qui serait également la lumière et la matière. On aurait le sentiment de masse. Et c'est pour ça qu'on parle de la barrière de la lumière, parce que il y a cette démarcation entre quelque chose de physique et quelque chose qui serait immatériel. On a invité Rosa à raconter une histoire et on a voulu travailler avec elle en termes de l'esthétique, de la conception de l'esthétique, pour vraiment sortir de nos propres références. Et vous savez, il y a également aussi beaucoup d'interactions, comment on le ressent et comment on le voit, mais essayez d'articuler l'imagination de quelqu'un d'autre. Alors, pour moi, ce que fait Cyclops Retina, c'est que ça fait quelque chose que je n'avais jamais vu avant, d'accord? Ça matérialise en réalité la lumière. Ça exige que vous entriez et que vous passiez vers l'image pour voir ce qui se passe là. En fait, de la déconstruire en quelque sorte et de comprendre que c'est un jeu entre une histoire et une technologie, et ensuite de voir comment elle illustre une manière de penser. Et c'est ce que fait ce récit. On vous montre quelque chose qui ne ressemble à aucune autre chose.
qui ne ressemble à rien que vous ayez vu avant, parce qu'on fait une image d'une manière très différente. Et donc, il va falloir un peu de temps pour que vos yeux comprennent comment voir à travers cette chose, parce que c'est comme une nouvelle capacité que vous avez. C'est quelque chose que vous devez acquérir en termes de capacité. Il faut se former à la voir. Exemple concret, et on va en voir deux autres maintenant. Vincent Leroy, je ne pouvais pas ne pas mettre un Français tout de même dans cet exposé, qui est né en 1968, qui a été formé au design industriel à l'École nationale supérieure de création industrielle de Paris et qui a donné au design une dimension qui est à la croisée de l'art, de l'architecture, avec des sculptures kaléidoscopiques motorisées qui démultiplient les reflets prismatiques de la réalité. Vous voyez ici, on est dans le dessert à Joshua Tree aux États-Unis en 2023. Image suivante. Et là, ce sont des lentilles de Fresnel qu'il utilise directement et qui lui permettent de fabriquer ces grands kaléidoscopes mobiles, ces grands mobiles. À Paris, en 2020, sur la place du Trocadéro, mais il est montré dans le monde entier, Vincent Leroy, avait installé les grands kaléidoscopes, et donc qui étaient ces immenses lentilles, il faut aller voir l'image suivante, déformantes, et donc l'ondulation, le reflet, la vibration, la rotation, nous plonge dans une autre dimension où on passe entre l'oscillation, l'hybridité entre l'image réelle et le côté extrêmement immersif de la proposition. Et enfin, on va terminer avec quelque chose qui ressemble plus à des phares. Avec le travail de Lafour Eliasson, j'aurais pu parler pendant les 20 minutes là, que nous venons de consacrer à l'art, uniquement de Lafour Eliasson, tellement l'œuvre est dense et tellement il a gardé le pied dans la porte du laboratoire pour produire des œuvres aujourd'hui. Lafour Eliasson nous proposait en 1999 à San Gimignano cette œuvre Five Orientation Lights, c'est-à-dire 5 lumières d'orientation, où j'ai tiré un peu mon titre. C'est la dernière pièce pour conclure sur l'utilisation concrète des lentilles de Fresnel, qui a été donc montrée dans l'exposition Baroque à Vienne en 2015 au palais du Prince Eugène de Savoie. On voit qu'elles sont exposées dans la salle de marbre du Belvédère supérieur. Elles sont placées à proximité les unes des autres. Et du coup, les champs de couleurs se chevauchent, se projettent sur les jardins environnants et se mélangent. Donc, image suivante, elles avaient été d'abord exposées pour la première fois à San Gimignano, où les couleurs des lampes facilitaient l'orientation dans le paysage de la Toscane. C'est une manière de cartographier à l'aide d'un code de couleurs plutôt qu'avec un moyen cartographique ordinaire, le paysage. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à tous les trois pour cette intervention riche, aussi riche que diversifiée. Je crois que, alors je me tourne vers Jacques Blanchard, on a dépassé de 20 minutes, je crois, notre temps réglementaire, mais il y a besoin quand même de garder un petit peu de temps pour les questions. Il n'y a pas de départ de bateau, mais il n'y en a pas non plus. Bon, dans tous les cas, il n'y en avait pas. Donc, voilà. Et ça arrive là-bas. Jean-Marie, pour Monsieur Aspect. Je vous en prie, allez-y. je voulais poser une question à propos des lentilles de Fresnel pour les rayons X. Pourquoi est-ce que les focales sont si longues? C'est parce que n-1 est, enfin, module de n-1 est tout petit, ou c'est quoi la raison? Effectivement, le décrément de l'indice de réfraction c'est tout proche de 1, fait que c'est tout proche de 1. Et puis, bon, on pourrait faire des interstices plus petits. Ça augmente l'angle de cette diffraction. Mais là, il y a juste une limite sur le plus petit, le plus à l'extérieur de ces sillons, qui ne peut pas être plus petit que quelques microns. Et quand on regarde ce qui est possible par l'art aujourd'hui, ça dimensionne la lentille
Et puis, si on fait ça avec des vrais matériaux, pour les gammas, ça devient horriblement long. On fait, si j'ai bien compris, dans la microscopie, on fait des lentilles de Fresnel pour les rayons X, qui ont des focales beaucoup plus épiques, qui sont vraiment microlithographiées et qui sont, pour les X mous déjà, et qui focalisent sur des focales beaucoup plus courtes. Bon, c'est des tout petits, c'est du style même pas millimètre carré, c'est du tout petit microlithographie. Et si on veut, comme nous voudrions, avoir des mètres carrés de surface efficace, ça fait du vol en formation, un peu comme les 70 000 kilomètres, c'était ça, ce matin. Tant qu'on y est, on va encore un peu plus loin. Mais bon, pour le moment, vous avez compris, c'est un concept de mission comme le coronographe. Bonjour, moi je voudrais parler à l'artiste, enfin à l'historien d'art. Pour moi, le plus bel exemple de la transmission de la lumière, c'est dans les cathédrales, lorsque le soleil passe à travers la rosace, enfin, quelle qu'elle soit. Et on voit vraiment, sans matériel, sauf cette rosace, le trajet de la lumière. Et qu'en pensez-vous, en fait Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que le rayon vert et tous les autres effets qu'ont pu créer les maîtres des cathédrales en travaillant avec énormément d'attention, l'astronomie avec d'autres, et on voit à quel point ils avaient atteint des sommets dans la connaissance. C'était, pour l'époque, effectivement, c'était formidable. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui ont eu des carrières scientifiques avant de basculer dans le domaine artistique, qui ont compris que l'art ne servait plus seulement à éclairer, qu'on pouvait évidemment le manipuler de manière symbolique, mais qu'on pouvait aussi extraire scientifiquement des données et s'en servir pour montrer que le domaine de l'art et le domaine des sciences n'étaient pas éloignés finalement. Je suis d'accord. Alors moi j'aurais peut-être une question sur la route européenne des phares. Monsieur Kohler, vous nous avez expliqué tout le chemin semé un peu d'embûches pour y arriver. Et avez-vous un objectif, ou en tout cas une estimation à peu près du temps qu'il vous faudra pour parvenir à créer cette route, ou au moins une échéance que vous vous donnez? Je pense que la route européenne des phares, en réalité, existe déjà, mais on n'est pas encore un itinéraire culturel. Et on n'a pas encore ce label-là, ce processus-là. Je pense que ça va prendre au moins 3 ans. Vous avez vu toutes les exigences et il faut qu'on réponde à ces exigences. On a commencé il y a 6 semaines. Donc, on démarre ces procédures. Bien sûr, tout ça, ça prend du temps. Il va falloir aussi qu'on crée notre propre site web qui va montrer tous les pays différents, qui va montrer tous les phares dans tous ces pays. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous en sommes au début. Et on a aussi pas mal d'autres aspects d'informations à fournir. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On travaille ensemble. Si on continue à travailler ensemble, qu'on le fait maintenant, je pense qu'il faudra à peu près 3 ans pour obtenir le label. Mais je ne peux pas vraiment vous le prouver, hein. Ça pourrait être plus rapide ou ça pourrait être plus long, je ne sais pas. Patrick Pellut. Oui, merci pour ces beaux exposés là. Et l'exposé sur la route des phares m'a inspiré une petite pensée là. Je pourrais faire ce rêve étrange et pénétrant que on utilise un projet qui est dans les limbes et qui n'arrive pas à sortir de
restaurer la lanterne du Trocadéro, de ce bâtiment de Léonce Reynaud qui a été détruit dans l'indifférence générale au Trocadéro, et d'utiliser cette... je pense qu'un des obstacles à la réinstallation de cette lanterne, pourtant Vincent Guillenot s'était beaucoup employé à essayer de la faire réinstaller au Conseil économique, social et environnemental à Paris. Il y a un problème d'argent, c'est certes, mais ce n'est pas le plus grave. Je crois que le plus grave, c'est qu'on n'a pas trouvé d'utilité à cette réinstallation. Et on pourrait... Moi, j'avais proposé que cette lanterne soit un objet d'exposition de l'ensemble des phares du monde, parce que c'est là où tout a commencé, dans le 16e arrondissement. En tout cas, c'est là que le service des phares s'est posé à partir de 1867, là où finalement l'essor de l'industrialisation des phares est parti. Et je trouve que ce serait un hommage formidable à tous ces ingénieurs des phares et balises que de valoriser cette lanterne qui aujourd'hui est en train de pourrir dans un bâtiment des finances à Croissy-Beaubourg. Et peut-être que Phares de France pourrait nous aider à soutenir ce projet qui a été initié par la Société historique et archéologique du 16e arrondissement, qui veut matérialiser l'histoire des phares dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà. Alors moi j'imagine qu'on pourrait valoriser ça avec des lasers qui mettraient, ou des hologrammes qui pourraient faire un renseignement aux nombreux touristes qui passent là, et généralisé à la route des phares. Voilà. Bon, c'est un rêve. Et comme a dit Solange Majoureau, il faut être un peu fou. Et puis après, il y a des fous qui peuvent faire. Voilà. C'est une proposition. L'appel est lancé. Parfait, merci. Et la DG, en pas, j'ai du mal, pourrait peut-être nous aider. Voilà. En tout cas, on va faire marcher des politiques pour essayer de faire exécuter au CESE ses obligations. Merci. Répondre. En fait, comme disait chère grand-mère, qui a de bonnes idées les exécute. Donc je pense que ce n'est pas la vocation de Phares de France. La vocation de Phares de France, c'est de rassembler des gestionnaires. Effectivement, si dans les gestionnaires, dans les services de l'État, quelqu'un s'intéresse à la lentille, effectivement à cette fameuse lentille ou lanterne, évidemment qu'il y aura un projet qui sera mené. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour au niveau des gestionnaires de phares. En attendant, je pense qu'elle est conservée dans des conditions qui sont encore acceptables, j'imagine. Merci pour vos présentations. C'était très intéressant d'entendre parler de la route européenne des phares. Nous avons beaucoup d'intérêt pour les phares et on a choisi un phare pour être phare de l'année chez nous. On a décerné ce titre pour l'instant à 5 phares. Donc, il y a à peu près 63 phares qui sont éligibles. Donc, je pense qu'on pourrait faire une liste pour faire une route des phares, tout comme vous le faites pour les phares européens. Merci. Je peux dire nos 3 derniers intervenants.